président ne peut pas être un homme normal, parce qu'il est le garant des institutions et le détenteur symbolique d'une histoire qui le dépasse et qui est d'avant lui, qui est même d'avant la République, et qu'il est la clé de voûte, en quelque sorte, d'un système. Il ne peut pas être normal. Il n'est plus regardé de manière normale. Comment Emmanuel Macron a-t-il gagné ? Comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, vous le saurez en regardant un documentaire exclusif diffusé ce jeudi 11 mai à 20h50 sur France 2. Un documentaire exclusif qui montre la campagne d'Emmanuel Macron décryptée par Emmanuel Macron lui-même. Et pour en parler, je reçois l'auteur de ce film. Bonjour Bertrand Delay. Bonjour. Merci d'être au Figaro aujourd'hui avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc journaliste, documentariste politique et l'auteur de ce documentaire Macron en marche vers l'Élysée. Un décryptage de la campagne par le candidat lui-même, le candidat Macron. De lui, vous avez obtenu des interviews exclusives et vous avez aussi obtenu un accès privilégié à des séances de travail dans son QG. On voit un Emmanuel Macron qui se livre comme jamais, lui qui n'avait pas voulu commenter sa campagne pendant sa campagne. Pourquoi a-t-il accepté de faire cette auto-analyse avec vous ? Pourquoi vous ? Et pourquoi c'est à vous qu'il a donné son accord ? Ah là, ça, il faudrait demander. Je ne peux pas répondre pour Emmanuel Macron. Vous savez, je peux faire beaucoup de choses, mais pas encore répondre pour Emmanuel Macron. Non, trêve de plaisanterie. Moi, c'est le 3e film que je fais avec lui. Donc, il s'était nourri avec le temps, j'allais dire, une relation de confiance assez forte. Et il avait beaucoup aimé, notamment, le film précédent que j'avais fait sur lui, qui était un portrait politique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu 2 films. Il y avait le film qui est passé sur TF1 lundi soir et le mien. Et je crois que dès le début, ils ont pensé à avoir 2 ovnis très complémentaires l'un de l'autre. Comment a réagi son équipe de campagne avec la présence de vos caméras et la décision d'Emmanuel Macron d'être suivi par vous et de devoir répondre à vos questions en tête-à-tête ? Et ça s'est assez bien passé dans la mesure où, finalement... Dès le départ, les choses avaient été claires. J'avais accès à des interviews avec Emmanuel Macron. Son équipe de campagne s'est plus arraché les cheveux à trouver des créneaux. Parce qu'évidemment, j'avais toujours besoin de temps. J'étais assez gourmand dans le temps dont j'avais pouvait avoir besoin. Et que trouver 8 fois une demi-heure ou 1 heure, enfin 1 heure avec l'installation, dans un emploi du temps de campagne pour Emmanuel Macron n'est pas nécessairement la chose la plus aisée, puisque le dernier interview a eu lieu, le long interview a eu lieu vendredi, donc on était à 2 jours du vote et on peut se douter. Et je crois même que j'ai été aidé par le fait qu'il y a eu à 2 ou 3 périodes, à un moment donné, des interruptions de campagne, où il y a eu des ajournements. Et parfois, je me suis glissé comme ça un jour, il m'a dit, j'étais dans son bureau pour autre chose, il m'a dit, bah tiens, si tu veux, on peut faire une demi-heure d'interview là. Ça s'est présenté comme ça, et c'est dans ces moments-là, parfois, qu'on obtient le plus de confidences. Est-ce qu'une fois qu'il vous a donné son accord, il a regretté de l'avoir fait dans les mois qui ont suivi, pendant les tournages que vous avez effectués avec lui ? Alors, pas que je sache, j'ai pas le sentiment qu'il a regretté, à aucun moment. Je pense que je sais qu'il a vu un certain nombre de séquences parce que je lui ai montré au fur et à mesure une fois que ça avait été validé par la chaîne, au fur et à mesure de l'assemblage. Donc maintenant j'ai eu un premier retour et il est content. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que... Mais j'ai eu une liberté totale, il faut le dire quand même. C'est qu'à aucun moment sur les choix des focus que je faisais ou des choses, je n'ai pas eu de problème. À aucun moment. Il n'a pas demandé à voir avant la chaîne. Il a vu après, donc en gros c'est la chaîne qui avait son imprimature, si j'ose dire. C'est moi qui lui ai montré, il n'a pas demandé non plus à voir. Et la com, j'avais très peur des gens de sa communication, parce qu'il se livre avec une relative... Oui, on va revenir sur sa liberté de ton justement. Voilà. Et je me suis dit, oulala, et en fait, rien. Est-ce que vous pensez que... Tout ça s'est vraiment passé, je dois le dire. Mais c'est marrant parce que je sais que sur le film de TF1 où il a eu un cravate, ils ont dit la même chose. Un micro-cravate en permanence. En permanence. Je pense qu'il contrôle suffisamment en amont. Quand il y a des mots un peu relâchés, je pense que malgré tout, c'est très étudié. Il le fait sciemment. Voilà. Et que donc, on a eu, dès que la confiance est donnée, elle est donnée. Est-ce que vous pensez malgré tout que la présence de votre caméra et de vous-même a modifié d'une certaine façon son comportement, son attitude, sa façon de s'exprimer ou ce qu'il vous a dit même ? Je pense pas. Après, la question, c'est une question qui va bien au-delà de lui. C'est la question, est-ce que dans un moment aussi crucial,
il y a une instrumentalisation ou pas. Oui. Oui, on va dire que oui, probablement. En même temps, là, elle était limitée dans le sens où, dès le départ, moi, j'avais fixé, pour éviter ça, comme règle, que le film serait diffusé après l'élection. Juste après. Juste après. Et ça avait été établi dès le départ comme règle du jeu, et il l'avait accepté. Vous avez dit que vous lui avez montré. Qu'est-ce qu'il en a dit? Quelle réaction il a eue? Alors, il m'a dit très beau récit, très bien mené, et la séquence de fin est très belle. C'est tout. C'est par SMS, hein. Je ne l'ai pas vu. Voilà, donc ça a été. Donc, en tout cas, je pense qu'il fait partie de ces gens, mais on le voit aussi avec son équipe. Dans ce qu'on peut voir là ou d'ailleurs dans l'autre film, mais il fait partie de ces gens qui, lorsqu'il a donné sa confiance, il ne la retire pas. Ou alors, mais en l'occurrence, ils ne semblent pas avoir ni regretté ni retiré sa confiance. Vos entretiens, je crois au nombre de 6, se sont déroulés entre octobre 2016 et quasiment le soir de sa victoire du second tour, avant son discours sur l'esplanade du Louvre. Pourtant, vous avez choisi d'ouvrir votre documentaire sur une archive, une interview d'Emmanuel Macron en 2014 que vous avez réalisée avec lui, dans laquelle il parle déjà de la nécessité de renouveler l'offre politique pour contrer le Front National et que la solution ne doit pas être uniquement politique. Que révèlent ces propos à l'époque et pourquoi avoir choisi de les montrer d'emblée ? Alors, c'est marrant parce que c'est quelqu'un, moi c'est là le réalisateur, l'homme d'image, quand j'ai mis en boîte cet entretien et que je l'ai revu, j'ai vu sur cette partie de phrase, à la fin, un rictus dans son menton, alors que c'est quelqu'un qui est physiquement toujours dans un contrôle absolument parfait, qui trahissait une détermination absolue, je trouvais. Et d'ailleurs, dans l'extrait, on voit ce rictus. Hein. Je l'ai maintenu jusqu'au bout dans le montage. Et pour moi, de ce jour-là, entre la façon dont c'était pensé et la détermination que ça trahissait, il était évident qu'il serait candidat et qu'il gagnerait. Vous aviez déjà cette intuition-là. Ouais. C'est-à-dire que vous aviez déjà conscience de l'animal politique qu'il était en train de devenir. Exactement. Pour moi, c'était une évidence. Il y avait deux choses. Il y avait à la fois l'animal politique et il y avait aussi qu'il était en état de... C'est ce qu'on dit toujours, il faut raconter l'histoire qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Et je pense qu'il était en état de raconter à la France l'histoire qu'elle avait envie d'entendre. Et bien au-delà de ça, qu'il était le seul, et vraiment le seul, à pouvoir battre le Front National. Oui, c'était son objectif. Oui, et je pense que c'était le seul qui pouvait le faire. Bertrand Delay, nous sommes en direct sur Facebook Live et sur le Figaro.fr. D'ailleurs, on remercie tous les internautes qui nous suivent en direct et qui posent leurs questions sur ce documentaire et sur votre présence. On va poser une question de Jean-François, par exemple, qui nous demande: certaines parties du documentaire ont-elles été coupées au montage? Et si oui, lesquelles et pour quelles raisons? Alors, beaucoup de choses ont été coupées puisqu'on a commencé, là on rentre dans la cuisine, on avait un ours qui se tenait à peu près, et on avait la matière pour faire un film de 80 minutes ou 90 minutes. Et s'est engagé une discussion de marchand de tapis avec la chaîne par rapport à la durée que l'on pouvait avoir. On a été plus long que ce qui était initialement prévu, puisqu'on était parti sur un 52. Vous êtes sur un 64 ? On est sur un 64, et on a coupé beaucoup, mais principalement pour pouvoir rentrer dans les clous. Ça c'est la première chose de durée, la première contrainte. Et il y a d'autres choses qui sont tombées, parce que sur le moment, elles vous semblent extrêmement importantes, et qui finalement, elles ont une importance, mais voilà, j'ai fait plein d'interviews d'autres gens, et finalement Emmanuel Macron m'a donné tellement que j'ai trouvé que le film raconté par Emmanuel Macron, à part François Bayrou, à un moment précis, gagnait en force. Donc tous ces interviews sont tombées, même si j'ai des choses très intéressantes. Vous aurez moyen de les diffuser une autre fois, sous un autre format? On réfléchit pour l'international à un 90 minutes, et là, le film va garder la même écriture, mais ce sera vraiment l'histoire de la marche, racontée par Emmanuel Macron, mais pas seulement. Donc il y aura d'autres coulisses. Une question tout à fait d'intendance, on va dire, mais qui peut intéresser effectivement nombre de personnes qui nous regardent. Franck demande combien vous a coûté la réalisation de ce documentaire. À point de vue, je ne sais pas, je ne suis pas le producteur. Donc je peux vous n'avez pas une idée, un ordre de grandeur de combien coûte un 64 minutes réalisé sur 6 mois? C'est des films à 200 000 euros, 250 000 euros, ça. Voilà.
Voilà, nous avons répondu à Franck. On continue, Bertrand Delay, on va s'attacher au contenu de ce documentaire. Il y a plusieurs aspects de la personnalité d'Emmanuel Macron qui interpellent, et d'abord son intelligence et sa psychologie humaine, on peut le dire comme ça. Il a par exemple l'instinct que Fillon ne se retirera pas alors que l'affaire éclate, et il dit non, pour moi, il ne se retirera pas. Ouais, je pense que c'est pour moi une des grandes découvertes de ce film par rapport aux deux précédents où j'avais été sur une dimension plus intellectuelle de sa pensée. C'est d'abord, j'ai l'impression que même pendant la campagne, il a aiguisé son instinct politique. C'est que je pense qu'il a une intelligence politique qui est beaucoup plus grande aujourd'hui, au moment où il rentre à l'Élysée, qu'elle ne l'était au mois de septembre, parce qu'il apprend à une vitesse absolument considérable pour tout, que ce soit dans l'art oratoire, dans tout. J'ai trouvé ça sur le long terme très impressionnant. La deuxième chose qui est pour moi saute aux yeux par rapport à son jeune âge, c'est une très grande maturité psychologique. Oui. C'est-à-dire que il arrive à comprendre comment vont réagir les autres, ses adversaires, les hommes, etc. Et vous citiez Bayrou, justement, François Bayrou. Il en dit à un moment donné, après que Bayrou a renoncé et s'est allié à Emmanuel Macron, il avait une image erronée de mon tempérament et de mon parcours personnel. Oui, mais je pense que c'est vrai. Je pense que il a, comme il le dit lui-même dans le film, il est devenu à un moment donné un produit pour un peu people, Emmanuel Macron, et il a une densité, une gravité qui est beaucoup plus grande de ce point de vue-là. Et je pense que beaucoup vont probablement être assez surpris de l'apparente austérité qu'il risque d'avoir au pouvoir. Moi, c'est mon sentiment. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a, entre la perception et ce qu'il est réellement, il y a un vrai contraste. Et encore une fois, il a aussi compris qu'il va falloir maintenant en jouer ou l'utiliser, parce qu'il y a une vraie intelligence psychologique derrière. On découvre, toujours à propos de François Bayrou, dans votre documentaire, un moment incroyable, les confidences de François Bayrou après son alliance avec Emmanuel Macron. Il avoue, c'était mon espace, je l'avais défriché, labouré, ensemencé. Et il avoue ça comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce que dit Bayrou à ce moment-là, et puis l'échange à travers caméra interposée, où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron lui dit qu'il avait une image erronée de lui et ce qui justifie son alliance. Je pense que ça, il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture politique pure, c'est-à-dire que, en gros, Bayrou constate que l'espace politique a été pris par Emmanuel Macron et qu'il ne peut pas y aller, et qu'il a trop tardé, ou qu'il a, de toute façon, en gros, il s'était condamné à une alliance avec Juppé, ça n'a pas abouti, et finalement, dans l'intervalle, Macron pour l'espace laissé vacant, et voilà. Donc ça, c'est une lecture politique assez simple. Je pense qu'en même temps, il y en a une autre, c'est que François Bayrou a probablement compris qu'il y avait une rupture générationnelle qui s'enclenchait avec Emmanuel Macron, que les dinosaures allaient tous être sortis, et que finalement, si lui, dinosaure, voulait finalement assurer sa survie, ça passait par l'alliance avec Emmanuel Macron. Il n'en avait pas d'autres. Et au fond, ceux qui lui ont résisté, en réalité, mais regardez Manuel Valls, qui propose une alliance finalement totalement de circonstances et très tardive, va probablement disparaître des écrans radars de la même façon que d'autres. Le rapport aux journalistes d'Emmanuel Macron aussi est assez particulier. Il a un rapport de méfiance, c'est même un rejet, on peut le dire. Et d'ailleurs, il parle de la rancœur des commentateurs politiques qui n'ont pas vu venir ma victoire, pour justifier les critiques qui ont suivi la soirée au restaurant La Rotonde, à la soirée au soir du premier tour. Et il a ces mots. Il fallait trouver quelque chose, le métèque était là. En revanche, rien sur le Front républicain, rien sur la présence du FN au second tour. Comment il va gérer, Emmanuel Macron, son rapport aux médias pendant sa présidentielle? Je pense qu'il va le gérer en les maintenant à distance. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'idée d'une relative rareté de sa présence médiatique. Mais il faut quand même lui constater que, c'est ce qu'a dit Richard Ferrand, mais je trouve ça très juste, il faut constater qu'au soir de la victoire, le procès que beaucoup lui ont fait finalement il a 66%, mais c'est pas 66% d'adhésion puisque c'est contre Marine Le Pen. C'est pas quelque chose que j'ai entendu le jour où Chirac a gagné avec 85%.
Et pourtant, 85%, c'est encore moins d'adhésion, parce que, sauf à imaginer qu'on est dans un pays où on a des mœurs comparables aux dictatures sud-africaines, africaines. Donc, c'est évidemment pas le cas. Mais il y a quelque chose, parce qu'au fond, il faut revoir, si on refait le film, il n'avait pas de parti, il n'avait jamais été élu, donc il ne pouvait pas gagner. Puis finalement, il fabrique un parti qui s'impose, et quelques élus le rejoignent. Donc de toute façon, ce sera une bulle qui fera pchit. Puis finalement, ça marche. Donc, et à l'arrivée, il gagne, mais ça n'est pas une vraie victoire, il n'aura pas de majorité, etc. C'est-à-dire que j'ai l'impression que jusqu'au bout, comme on n'a pas voulu y croire, il faut se trouver de bonnes raisons de continuer de ne pas y croire et de dénier la réalité. C'est aussi un candidat qui casse les codes véritablement et qui a une liberté de ton jamais vue, on le disait tout à l'heure. On va citer quelques exemples. Aux railleries qui ont suivi son meeting porte de Versailles au début de sa campagne, dans lequel on se souvient, emporté par son élan, il se met à hurler sur scène. Il vous répond, les ricaneurs et les pisse-froids, ce n'est pas grave. Et puis au sujet des luttes intestines au sein des LR et du Parti Socialiste, il a cette réponse, ils n'ont plus d'idéologie, ils ne savent plus choisir de chef, c'est un concours de vachettes. Et puis finalement, quand certains affirment que c'est le candidat des médias, il vous répond, je fais vendre, je le sais, je suis comme un baril de lessive. Qu'est-ce que ça dit du personnage, ce ton aussi libre? Est-ce que c'est un ton qu'il va continuer à adopter dans les 5 prochaines années? Président, certainement pas. Par contre, ça dit beaucoup de la liberté du personnage, enfin de l'homme. C'est que je pense, moi, que c'est probablement... C'est marrant, tout le monde a voulu le comparer tantôt à Sarkozy, tantôt au fils de Hollande. Je pense que c'est le fils de Mitterrand 88. C'est que Mitterrand 88, il est réélu, il est rentré dans l'histoire, c'était son destin, il le voulait. Il voulait défier au fond à distance le général de Gaulle. Et là, Mitterrand donne libre cours à sa liberté intime. Et je pense que Emmanuel Macron est un homme profondément libre, éperdument libre, probablement. Et je vais très loin, parce que je lui ai dit, un jour où j'étais en voiture avec lui, je lui ai dit, je pense que l'élément qui a résonné dans quelque chose de l'âme française en toi, c'est ta liberté. Voilà, je lui ai dit, et il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Et je pense que c'est quelque chose de profondément français. Et elle lui vient d'où, cette liberté? C'est une histoire, c'est aussi son histoire. Il a une histoire amoureuse qui n'est pas banale, il a une histoire personnelle qui commence, il veut faire normal sup, il échoue. Donc je pense que les échecs sont toujours fondateurs aussi de quelque chose. Donc voilà, je pense que c'est une histoire qui est pleine, qui est riche, qui fait que bien que jeune, il y a quelque chose qui fait qu'il est déjà plein. Mais c'est quoi? C'est une liberté qui est marquée par le saut de la revanche sur quelque chose? Sur une douleur, sur une cicatrice? Je pense qu'il y a toujours... La revanche et la souffrance est toujours d'orgueil, est toujours un levier d'une puissance... je ne connais pas d'homme politique où il n'y a pas une blessure narcissique en amont pour justifier. C'est des vies tellement dures, c'est des vies de sacrifices énormes. Et donc pour pouvoir endurer ça, je ne connais pas, encore une fois, de responsable politique qui n'ait pas été porté par ça à un moment donné de son histoire. Bertrand Delay, il y a une question de Philippe. Quand on regarde Emmanuel Macron, il semble être sympathique et intelligent. Est-ce que vous confirmez? Oui, il est sympathique et intelligent, il tutoie les gens très facilement, il est très avenant. Mais je pense en même temps que ça n'est qu'une façade. Je pense que, puisque je parle de sa liberté, l'homme a probablement une gravité et une densité qui est autre et qui, elle, me semble plus difficile à pénétrer. Je vous le disais avant cet entretien, qu'en regardant votre documentaire, et puis en ayant vu aussi celui qui a été diffusé sur TF1, on a l'impression d'une mise à distance des événements par Emmanuel Macron, une forme de légèreté dans la façon dont il appréhende ce quotidien qui est rude, comme vous l'avez dit. D'où ça lui vient, cette espèce de sourire permanent, de décontraction permanente? Certains l'ont comparé à Obama, mais la gravité qu'il affiche dans ses discours n'est pas celle qu'il affiche en privé quand il est avec ses équipes et que même des situations difficiles adviennent. Oui, il a un grand recul sur le moment et un grand contrôle dans des situations extrêmes. Et en même temps, il est très conscient, c'est le paradoxe, pour avoir discuté avec lui, de l'état de délabrement du pays et de l'état de fracture dans lequel est le pays. Donc il y a cette espèce de contraste. Pour moi, l'image qui résume ça le mieux, c'est au moment où les premières estimations tombent, c'est dans le film, et son monsieur sondage vient le voir et lui dit il est 19h35 à
peu près 19h35 et il lui dit c'est 65 ou 66. Et il est debout, il dit si c'est ça, c'est bien. Et il dit bon, allez, au boulot. Et il se rassoit et il n'esquisse aucun sentiment, rien. Ouais. Et sa femme vient après, elle a eu aussi un SMS avec l'estimation. Elle lui montre et dit oui, bah, on verra. Et donc c'est-à-dire qu'il est déjà dans l'après. Et pour avoir eu des entretiens, moi, le vendredi avec lui, il était déjà prêt. Il s'était préparé. Et c'est là où il est impressionnant de maturité. Vous allez suivre Emmanuel Macron dans sa prochaine année, ces 5 prochaines années même ? En tout cas, c'est un personnage qui est suffisamment romanesque, qui est suffisamment complexe pour mériter un film ou autre chose. Enfin, de ma part, un travail et un regard, ça c'est évident. Mais maintenant qu'il est président, j'en ai l'envie, mais je ne suis pas seul à décider. C'est lui qui décidera. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de ces mois passés avec Emmanuel Macron ? S'il y a un souvenir qui est le plus prégnant, c'est lequel ? Je réfléchis, j'ai des images, j'en ai plein, mais je pense que c'est la distance. Je l'ai vu le lendemain d'Amiens. Et j'étais déjà impressionné, puisque j'avais une équipe qui tournait, je n'y étais pas. Le soir, il fait son meeting comme si rien ne s'est passé, alors que l'après-midi avait été avec les ouvriers de Whirlpool. Avait été très agité. Et le lendemain matin, il m'a dit, bon, bah, aujourd'hui, hier, j'ai un peu fait le service après-vente quand même, hein, parce que fallait mouiller la chemise. Et finalement, dans l'entretien après, où il en parle, il est assez fort, où on voit qu'il est très conscient de ce qu'il fallait faire ou pas, et pourquoi il l'a fait. Et il le dit, hein. Ah, il le dit, oui, clairement. Il fallait qu'il y aille, sinon il n'était pas élu. La victoire lui échappait. La victoire lui échappait, et qu'il fallait aller au contact physique avec les gens. Donc il est très au fait de la chose. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus impressionné, c'est cette distance sur un moment où on a pu avoir par l'image une sensation contraire, et tout est parfaitement analysé, avec distance et maîtrisé. Quel président sera-t-il dans l'exercice du pouvoir, à votre avis ? Moi, je pense que ce sera un président extrêmement jupitérien, extrêmement monarque. C'est-à-dire dur, autoritaire ? Pas nécessairement autoritaire, il y a des monarques qui ne le sont pas, mais en tout cas, sachant articuler la nécessité de l'horizontalité aujourd'hui dans nos sociétés et d'une proximité, mais en même temps, on le voit là, par exemple, sur le Premier ministre, où je pense qu'il n'y a qu'une personne aujourd'hui qui sait le nom du Premier ministre, c'est lui. Je pense que pas même ses tout proches sont au courant. C'est un homme libre. Merci beaucoup Bertrand Delay. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Macron en marche vers l'Elysée, c'est diffusé ce jeudi sur France 2 dans Envoyé spécial avec Élise Lucet. Macron en marche vers l'Elysée. Merci encore Bertrand Delay. Merci à vous.